On aura un KCQ, lui il va s'occuper de tout ce qui est sécurité classique et nucléaire de l'appareil propulsif. Oui. On aura un KE, alors lui c'est l'électricien, il va s'occuper de tout ce qui est gestion du réseau électrique. On aura le KR, lui pilotera son réacteur. Le KM, lui, s'occupera de la machine associée et c'est lui principalement qui va régler les ordres, les différentes allures qui lui sont ordonnées par la passerelle, donc par l'intermédiaire du TROM. Et pour finir, le KA. Alors lui, le KA va s'occuper de tout ce qui est gestion soute à eau, soute à gasoil et le système Cogit pour compensation de gîte, ainsi que les frigos et les frigos vivants. Et pour chapeauter l'équipe de car, on aura donc un IDQ, un ingénieur de car, qui lui est en fait le chef d'équipe de son PCMEC. Donc la situation à la mer, c'est ça. À quai, comment ça se passe? Donc à quai, vu qu'on n'est pas dans la même situation réacteur, vu que le réacteur est dans sa situation d'arrêt normal, dite arrêt chaud, donc il y aura moins de contraintes pour le personnel, vu qu'on aura, comme à la mer, un KE dit KE mouillage, qui s'occupera donc toujours pareil de son réseau électrique, et une équipe pour le réacteur. Oui, le réacteur toujours. À part que là, l'opérateur KR chapeautera les deux chaufferies, vu qu'à quai, on a la possibilité de déporter un pupitre pour surveiller les deux réacteurs en même temps. Alors on a vu le rôle de chaque opérateur. Peux-tu nous dire comment s'acquiert cette connaissance pointue qui est dévolue à chaque poste? Donc effectivement, le personnel atomicien subit une formation spécifique qui dure en gros 1 an. Donc en premier lieu, on reçoit une formation théorique à l'EMEA, l'école militaire d'application de l'énergie atomique qui se trouve à Cherbourg. Oui. À l'issue, on subit la deuxième partie de la formation, c'est-à-dire tout ce qui est formation plutôt pratique. Oui. Tout ça, ça se passe au CEA, au Centre d'essai atomique à Cadarache. Donc il faut savoir que c'est une formation dispensée mixte, disons, dispensée par des militaires et des civils de technique atome. Et enfin, pour finir, une formation spécifique à l'embarquement. Charles de Gaulle. Ici, Charles de Gaulle, donc la formation s'effectue à l'ENSM BPN, École navigation sous-marine et de bâtiments à propulsion nucléaire. Tout ça grâce au SIMPAN, au simulateur de plateforme. Donc en fait ça vous fait acquérir une formation pratique spécifique au porte-avions et surtout ça entretient aussi vos qualifications. Effectivement, donc à l'issue de la formation spécifique à l'ENSM, l'opérateur donc reçoit sa qualif et a le droit d'effectuer son car à la mer. Et à l'issue, tous les ans, il faut passer par ce qu'on appelle une phase d'entraînement où on remet au goût du jour nos connaissances théoriques ainsi que nos connaissances pratiques en passant par la plateforme de simulation où on simule des conditions, tous les cas qui se présentent dans le but de réagir au mieux et au plus vite dans toutes les situations possibles. Alors cet ensemble nucléaire, c'est bien joli, si on contrôle le personnel, j'imagine facilement qu'on fait de même pour l'ensemble des locaux concernés par la chaufferie. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en parallèle des équipes de car traditionnelles, on a une équipe de chimistes. Alors ces personnes-là sont chargées de faire des contrôles et des analyses quotidiennes, aussi bien des circuits secondaires et primaires, et du milieu ambiant, afin de garantir l'intégrité de nos 3 barrières de confinement et de s'assurer que tout est OK pour le personnel présent à bord. Et que l'on reste dans les normes. Et que l'on reste dans les normes acceptables par la législation européenne. Européenne, tout à fait. Voilà. Qui est plus stricte que celle qui était française à l'origine. Exactement. Voilà.
Eh bien Vincent, merci à toi et merci au service propulsion qui pour l'occasion de la sortie des familles nous a ouvert ses portes. Voilà, maintenant eh bien, je te propose et je vous propose de refaire un peu surface, plutôt d'observer avec l'œil averti de l'un de nos caméramans certaines évolutions sur le pont d'envol. Voilà donc tout de suite évolution, un clip du maître principal Gambé. Pour continuer cette émission, eh bien, nous vous proposons tout de suite un reportage sur les ravitaillements à la mer. Ici, il s'agit donc d'un RAM, ravitaillement à la mer, liquide et charge lourde, avec le pétrolier ravitailleur Marne. Régulièrement, le Charles de Gaulle doit se ravitailler en vivres, en carburant ou en munitions et pièces de rechange. Cette fois, c'est le BCR Marne qui nous ravitaille. Tout commence avec le lance-amarre. Cette fois, la drisse s'est accrochée dans la mâture, comme quoi on ne réussit pas à chaque fois. Ensuite, il est tendu d'un bord à l'autre la ligne de distance qui permettra de contrôler l'écartement des deux navires pendant la manœuvre. Nous voyons un palettiste agiter son palet rouge. La manche de ravitaillement est mise en place.
Par ce biais, nous pouvons être ravitaillés en carburéacteur, en gasoil et si besoin en eau douce. Nous voyons les timoniers communiquer par signaux flottants d'un bord à l'autre. Nous passons maintenant au ravitaillement en matériel. Pour cela, nous utilisons un touret de ravitaillement tracté par 2 câbles. Le touret dit d'affalage peut transporter une charge de 1,4 tonne et le mât spécialisé 1,8 tonne. Le ravitaillement est fini et les Bosco enlèvent tous les gréements qu'ils avaient installés entre les 2 bords. Et voilà, chacun reprend sa route. Le 27 avril dernier, le porte-avions Charles de Gaulle a effectué son 3e tir de missile Sadral. Nous étions là, voici quelques images tout de suite. Avant d'en arriver là, tout débute dans cette soute où l'on retrouve des missiles encore dans leur conteneurs pressurisés de transport et des missiles prêts à l'emploi dans ces racks. De ces racks, ils sont transportés sur la table de préparation, puis sur l'affût. Voici la préparation du missile Aurélie. Et maintenant, sa mise en place sur l'affût. Nous pouvons voir la partie autodirectrice du missile.
Sur l'affût, nous apercevons la caméra infrarouge Muren. Fin des mesures d'hypo. Nous voilà maintenant le jour J du tir en couronne de veille. Les veilleurs, pour me faire un tour d'horizon, vous me donnez un clair surface. Avant 280, 27 nautiques. Vigie bâbord, veille dans le 278. Veille dans le 278. Il y a tous les éléments. 10 nautiques 5. 10 nautiques 5. Falcon. En garde vigie bâbord. Distance de la cible. 6 nautiques. Attention à des tirs sur en haut. Cible reconnaît le J. Top vertical. Top vertical. Reconnu Sabral. Mais c'est parti, c'est parti. Cible touchée. Bravo les sabros. Après le tir, voici ce qui reste du missile. On appelle cette partie la souche. Allez, encore une fois pour le plaisir. Reconnu Sabral. Mais c'est parti, c'est parti. Cible touchée. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ce tir Sadral. Alors à bord, l'équipage, donc après son travail, a besoin de se changer les idées. Pour cela, il existe non seulement le sport, l'activité sportive, mais aussi des activités de distraction. Voilà donc notre dernier reportage de cette émission. Le dimanche, lorsqu'il n'y a pas d'activité aérienne, les moniteurs de sport organisent un tournoi de volleyball dans le hangar qui peut contenir jusqu'à 200 participants. Sur le pont d'envol se produit le groupe Exo7. Écoutez plutôt. Should I stay or should I go? Une expérience à renouveler. À défaut du hangar aviation, le premier atelier donne rendez-vous en plage arrière si elle est disponible aux adeptes de l'aérogym tous les jours en fin d'après-midi. Dans ce temps, les judokas s'exercent dans un dojo plutôt inhabituel. Comme activité à bord, vous trouverez aussi le ping-pong, à chacun son rythme. Dès que le pont est libre et que les conditions météo le permettent, les coureurs se donnent rendez-vous sur le pont d'envol. Se déroule à bord une activité plus musclée, le rugby.